Amis, encore une fois, bonjour. C'est la suite de la vidéo. Nous avons connu quelques problèmes techniques et nous parlons généralement dans cette vidéo de la situation qui a prévalu et qui prévoit encore dans les Grands Kivu et particulièrement dans le territoire de Kalehe, où il y a eu des pluies diluviennes causant mort d'hommes. Les bilans aujourd'hui s'élèvent à plus de 600 personnes fauchées, comme ça, parties, et de maisons emportées, de territoires complètement détruits. Et nous parlions de cette situation qui est naturellement liée à l'échauffement climatique et nous expliquions tout ça. Et le point où nous nous sommes arrêtés, nous parlions pratiquement de dispositions à prendre au niveau de nos autorités pour pouvoir, à la limite, s'il faut pas, on ne pouvait pas généralement éviter ces dégâts, mais au moins minimiser les bilans en termes de vies humaines par l'amélioration de l'outil de prévision météorologique, par l'information au moment voulu, au moment opportun pour la population, ce qui pouvait permettre qu'on déplace par exemple les personnes âgées, les personnes malades, les personnes à mobilité réduite, et ce qui à la limite au retour pouvait diminuer sensiblement le bilan en termes de vies humaines. Donc c'était d'abord doter les pays d'un outil, des prévisions et de compétences en termes de météo qui puissent faire face aux défis. Il n'est pas trop tard parce que des pluies comme ça, il y en aura dans d'autres territoires demain. Alors il y a lieu de prendre des dispositions en termes d'outils, de prévisions météorologiques, en termes de formation des météorologues en place. Et j'ai cité nos deux institutions, nos deux agences qui gèrent les questions météorologiques et climatiques au pays, qui est l'INERA, l'Institut national de l'étude et la recherche agronomique qui travaille sur les questions purement climatiques aussi, et l'Agence nationale des météorologiques. Ça, c'était ma première recommandation. La deuxième recommandation, c'était concevoir de nouvelles politiques d'urbanisme et aménagement du territoire. Vous savez, si nous faisons de bonnes études, la science aujourd'hui les permet, il y a des zones où vous ne pouvez plus octroyer des licences de construction, parce que ce sont des zones qui sont potentiellement dangereuses et exposées, vulnérables en cas de pluie. Les pluies abondantes, il y en aura encore beaucoup plus, d'après les prévisions des scientifiques au niveau international, vu que la température planétaire est appelée, d'après les prévisions, parce que les efforts ne sont pas suffisamment fournis pour arrêter l'évolution, l'augmentation de la température. Nous sommes autour de 1 degré Celsius aujourd'hui. Nous allons, vers la fin de ce siècle, nous atteindre, d'après les prévisions, 1,5. Et 1,5, ça va être un nouveau palier qui sera atteint avec des conséquences beaucoup plus drastiques. Du coup, nous, au niveau de nos pays, nous devons nous appuyer sur les travaux de nos scientifiques et leur d'abord donner la formation nécessaire en continu pour pouvoir faire des prévisions adaptées quant à l'urbanisation et à l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, fort malheureux est le constat que, surtout dans les centres urbains, la construction ne tient pas compte de la collecte des eaux, de leur drainage et des bassins versants, qui sont des zones hydrographiques où on fait la collecte, le cadrage et la récupération de ces eaux-là. Les maisons sont construites de façon autonome, les gens prennent des autorisations, construisent à leur manière, des immeubles qui se superposent, de béton en béton. Quand il y a la pluie, l'eau des villas et des maisons et des parcelles se collectent, il n'y a pas de voie naturelle. Et vous savez, la nature a une force qu'on ne sait pas arrêter. Et par conséquent, l'eau qui se met ensemble prend une plus grande force, emporte le béton, cause les glissements des terres. Et ces mêmes maisons-là sont détruites et il y a mort d'hommes. Donc il y a lieu d'avoir une nouvelle politique plus respectueuse
et regardante sur les questions climatiques, surtout de demain, dans l'octroi des autorisations de construction, des installations de cités, surtout dans les centres urbains, mais même dans nos territoires le plus reculés. Troisième préconisation, renforcer les infrastructures de drainage. Oui, il y a des efforts qui sont faits, parce que j'ai dit coup de chapeau, par exemple pour les cas de la ville de Kinshasa au gouverneur, qui essaie de réhabiliter les infrastructures existantes de drainage des eaux. Mais les défis auxquels nous faisons face est un défi désormais de type nouveau. Oui, ces infrastructures-là peuvent constituer une base, mais il nous faut faire des projections en intégrant les éléments qui sont complètement nouveaux. Nous faisons face à un défi de genre tout à fait nouveau. Ces infrastructures ne suffiront plus. Bien entendu, il faut les mettre en état pour pouvoir déjà avoir un soubassement sur lequel s'appuyer, mais aussi il faut des projections basées sur les études scientifiques qui nous permettent de construire pour demain des infrastructures de collecte et de drainage d'eau adéquates pour pouvoir contenir le volume d'eau de demain, parce que cela va aller crescendo. Je parlais aussi de la promotion de la reforestation de notre territoire. Vous savez, même ici en Europe, vous trouvez dans les cœurs des grands centres urbains des zones vertes, des zones protégées. Ça a un impact pour l'écosystème et c'est un cercle vertueux. Les tout se tient. Ces arbres fixent les sols, stabilisent les sols et permettent au sol d'avoir une meilleure capacité d'absorption des eaux qui y coulent. Quand nous étions petits dans la ville de Kinshasa, il y avait des communes entières où vous trouvez des champs de bambou, des mangroves, qu'on a par la suite sans intelligence coupé, voulant construire des maisons partout. Mais il est aujourd'hui privé pour prouver que la déforestation a rendu nos sols vulnérables au glissement et incapables d'absorber suffisamment les quantités importantes d'eau auxquelles désormais ces sols doivent faire face. Il faut toute une politique nationale qui parte des jeunes, des moins jeunes et des personnes âgées pour que l'on se mette à reforester les pays, surtout au niveau des grands centres urbains, réorganiser des zones vertes, planter des arbres et des arbres qui soient plus susceptibles de fixer les sols et d'améliorer l'absorption des eaux. Et dans nos zones, dans nos territoires non reculés, les 45 territoires par exemple, pour les cas de la République démocratique du Congo, combattre par la loi et par l'autorité de l'État ces phénomènes de déforestation sauvage, où l'on coupe tout sans normes et sans autorisation, où l'on brûle tout sans tenir compte de l'écosystème. Et le tout se tient. Le cinquième point est un point plus ou moins politique. Et c'est le dernier point, et je vais m'appesantir là-dessus parce que c'est un point important. Coordonner les efforts au niveau de la sous-région. Vous savez, chers amis, quand vous observez, nous faisons face aux mêmes défis que nos voisins. Au début, lorsqu'il y avait des pluies qui emportaient des véhicules dans la ville de Kinshasa, je voyais des vidéos, les gens ça manquait. Après, je commence à voir le même phénomène à Luanda, dans les vidéos, et j'en vois encore pire à Brazzaville. Nous sommes logés à la même enseigne. Bassin de la zone, le bassin du Congo, sous l'influence de l'Équateur, nous faisons face aux mêmes défis. Alors, nos pays pris individuellement n'ont ni les moyens financiers, ni les compétences nécessaires, ni l'influence politique nécessaire pour faire face à ces genres de défis.
Alors, je pense qu'un pays grand comme la RDC doit être le vecteur d'une politique au niveau des organisations de la sous-région pour pouvoir mutualiser les efforts, mutualiser les capacités et surtout mettre ensemble et conduire une politique diplomatique qui exige, pas du monde, mais exige à ce que les pollueurs payent. Chers amis, quand vous voyez les études de toutes les institutions internationales comme les GIEC, il y en a d'autres, le point de départ, c'est toujours la période pré-industrielle. Parce que là, la température était stable. Mais l'industrialisation accrue des pays aujourd'hui qui ont atteint le sommet de l'industrialisation a déséquilibré les zones d'équilibre de la planète. Parce qu'ils ont tellement utilisé les énergies fossiles. Énergie qui, quand on le brûle, produit du CO2, le colle dioxyde de carbone. Et ce colle dioxyde de carbone, c'est ce qui couvre notre atmosphère et crée l'effet de serre. Et cet effet de serre fait que la température augmente. Ces pays-là ont atteint un niveau de développement qui leur prémunissent pratiquement aux conséquences de leur développement, des conséquences de leur développement appuyé sur les énergies fossiles.
Chers amis, bonjour. Je ne sais pas si vous avez observé ce qui s'est passé dans le Grand Kivu en République démocratique du Congo. La semaine du 5 au 10, des images atroces de corps qu'on retirait des bouts et qu'on soutirait des os. Des hommes, des femmes, des enfants. Le ministre de l'information de la République démocratique du Congo, dans son bilan, faisait état de façon préliminaire déjà de plus de 400 morts et de plus de 200 disparus qu'on peut naturellement présumer déjà comme morts vu que les conditions étaient drastiques. Une pluie diluvienne brutale et abondante s'est abattue sur le territoire et la population impréparée a été prise de court en surprise et cette population-là a subi les conséquences, une dévastation sans précédent, des maisons emportées, des routes complètement cassées et beaucoup de vies humaines complètement détruites, au-delà de pratiquement 600 parce qu'il y a un bilan officiel de plus de 400 et de plus de 200 disparus. Si le comptage continue, nous ne savons pas jusqu'où ce bilan va aller atterrir. Ce phénomène m'a donné un coup au cœur, j'ai eu un choc. Vous savez, il y a quand même des possibilités de pouvoir éviter ce genre de catastrophes. Oui, nous faisons face à un défi de type nouveau. Si vous suivez l'actualité mondiale, le groupe intergouvernemental des Nations Unies pour l'évolution du climat s'appelle le GIEC. C'est un organe des Nations Unies qui supervise l'évolution du climat, qui regroupe dans son sein des représentants de pratiquement tous les pays, où il y a des scientifiques qui travaillent sur les changements climatiques. Ils ont fait une observation. La température de notre planète Terre a beaucoup augmenté depuis la période pré-industrielle, atteignant déjà le plus de 1 degré Celsius de plus. Et les prévisions sont mauvaises. D'ici la fin de ce siècle, les GIEC ou les GIEC portent des pronostics qui peuvent amener la température de la planète Terre à atteindre un niveau beaucoup plus élevé de 1,5 degré Celsius. Ce qui signifie que tous les écosystèmes tels que nous les avons connus seront complètement impactés et transformés. Et cela avec des implications plus ou moins graves, spécialement pour des pays comme le nôtre, le pays de l'Afrique subsaharienne, des pays en développement, dit-on, entre guillemets. Parce qu'il y a un manque d'outils, un manque des infrastructures, les drainages des eaux, manque d'outils de météorologie adéquats pour pouvoir prévenir certaines situations désastreuses, nos populations seront gravement exposées. Chers amis, cette situation m'a beaucoup choqué. Et je pense qu'il y a lieu de travailler pour changer certaines choses. Oui, ces derniers temps, lorsqu'il y a des pluies, et les pluies ont changé de nature. Nous, quand nous étions jeunes, la quantité de précipitations en volume d'eau que nous subissions était beaucoup moindre. Aujourd'hui, lorsqu'il y a la pluie, et les précipitations sont beaucoup plus abondantes et beaucoup plus brutales, avec des volumes d'eau très considérables. Vous le comprenez certainement, c'est un phénomène naturel que nous avons pratiquement tous eu à étudier à l'école. Il s'agit d'un cycle naturel de l'eau. La température augmente, ça chauffe nos cours d'eau, ça chauffe nos rivières, ça provoque une évaporation, l'eau monte, ça se condense et il y a des cycles de climat ou de pression au niveau de l'atmosphère qui organisent des précipitations. Et la température de la planète étant en hausse, constamment en hausse et de façon continue, cela fait que ce processus-là de cycle naturel d'eau est accéléré. Les évaporations sont beaucoup plus rapides et considérables
ce qui constitue une masse et un volume important d'eau dans l'atmosphère, et avec le changement de la pression atmosphérique, les précipitations sont beaucoup plus brutales, plus abondantes en termes de quantité et en termes de pression, d'où la nature des pluies que nous avons ces derniers temps en Afrique subsaharienne, et spécialement les cas du bassin du Congo, parce que nous nous situons sur une zone qui est pratiquement traversée par l'équateur. Donc, nous sommes particulièrement vulnérables par rapport aux implications du changement climatique, l'échauffement climatique. Nous pouvons dire que c'est un effet de nature, que nous ne pouvons pas généralement nous impacter directement. Et nous n'en sommes pas à la cause de ce qui s'est passé. Parce que lorsque les GIEC, le groupe intergouvernemental des Nations Unies, fait ses études, le point de référence, c'est toujours la période pré-industrielle. Donc généralement, ce sont les pays industrialisés, par leur méthode d'utiliser des énergies fossiles et qui dégagent les coldioxydes de carbone, le CO2, et ces coldioxydes de carbone entrent dans l'atmosphère et créent un effet de serre. Et cet effet de serre cause l'augmentation des températures dans la planète. Mais n'étant pas à la cause, à la base de ce nouveau phénomène qui va impacter toute l'humanité, mais nous sommes au premier loge de ceux-là qui vont en subir en plein fouet, en plein figure, les conséquences. Mais il y a des prédispositions, il y a des choses que nous pouvons faire. D'abord, commencer par un changement de priorité. Chers amis, aujourd'hui, lorsqu'on vous parle des pays subsahariens, des pays en développement, et particulièrement les pays aux alentours du bassin du Congo, si on vous dit de situer certains défis majeurs, vous parlerez certainement des défis sécuritaires. Et c'est ce qui saute à l'œil. Mais quand vous prenez un peu de recul et que vous observez les publications des scientifiques, vous vous rendez rapidement compte que le défi majeur de la génération de demain, mais qui est déjà un défi pour les autorités d'aujourd'hui, c'est plutôt les changements climatiques. Un défi avec lequel on ne pourra pas négocier, un défi sur lequel nous ne pouvons pas ralentir les calendriers. Nous sommes appelés à subir les effets du changement climatique, surtout que l'augmentation de la température ne dépend pas beaucoup de nous. Nous ne sommes pas des pays industrialisés, nous sommes des pays à vocation à être industrialisés, mais à ce jour, notre quantité de pollution est pratiquement négligeable. La pollution a été principalement faite dans les pays occidentaux avant, et aujourd'hui le pôle pollueur le plus important, c'est l'Asie du Sud-Est, avec toutes ces côtes-là. Vous prenez la Chine, vous montez vers les Andes, tous les pays des BRICS, ces gens-là qui accélèrent leur développement parce qu'ils sont déjà des pays émergents, mais ils veulent rejoindre les pays les plus développés de la planète en termes de PIB et en termes de niveau de vie. Alors ces gens y vont sans réserve. Il y a des mines de charbon qui sont ouvertes chaque jour, il y a de l'énergie extrêmement polluante qui est utilisée dans ces pays-là, il y a des territoires entiers en Chine où par période vous ne pouvez pas voir le ciel, puisque les usines dégagent tellement du CO2. Mais ce CO2-là est planétaire parce que nous vivons tous dans la même parcelle terre, et nous en subirons les conséquences. Mais cela n'appelle pas un relâchement à dire subissons, non. Il y a des choses que nos autorités doivent prendre, en commençant par changer l'ordre des priorités. La question climatique est une priorité imminente qui s'impose à nos autorités, parce que cela impacte déjà et impactera davantage négativement les écosystèmes, qui à son tour influencera nos vies sociales et nos économies. Il y a certaines choses que nous pouvons faire. Par exemple, améliorer notre outil
des prévisions climatiques et météorologiques. Ça, c'est un exercice normal d'un État. Vous savez, on pouvait, par exemple, pour les cas des Calais, dans les Grands Kivu, sauver des vies. Si tout simplement, cette population-là pouvait être alertée la veille qu'il y aura de précipitations brutales et abondantes, l'orage s'annonçait, et qu'on pouvait déplacer tout simplement, à la limite, les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, les enfants et les malades, par exemple. Cela pouvait sensiblement réduire le bilan. Donc, seulement la question d'organiser les communautés locales, de les conscientiser et de pouvoir leur apporter l'information adéquate au moment voulu, au moment nécessaire, peut déjà éviter les décombres macabres que nous avons aujourd'hui, où nous comptons des morts par centaines. Donc, premier élément, d'abord changer de priorité en termes d'organisation gouvernementale, mettre le changement climatique et ses implications négatives en premier lieu. Une priorité parmi les premières priorités. Deuxièmement, équiper nos pays de la connaissance nécessaire et continue sur le climat, la météo. Un pays comme la RDC, par exemple, a des instances qui travaillent sur les questions climatiques. J'ai vérifié parce que ça fait longtemps, j'ai voulu quand même avoir des données qui sont actuelles. Il y a par exemple l'INERA. INERA, c'est l'Institut national pour l'étude et la recherche agricole